Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine chargée qui s'achève et le programme de la semaine prochaine qui sera un peu plus légère et espérons-le peut-être aussi un petit peu moins volatile. On va commencer donc par cette semaine assez atypique, voire très atypique que nous avons traversée avec énormément de mouvements sur les marchés. Une semaine qui était très clairement focalisée sur le thème des banques centrales. Plusieurs banques centrales ont soit pris des décisions, soit fait des annonces dans plusieurs sens, que ce soit la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre ou la Fed. On va en reparler dans quelques instants, mais une semaine donc placée très clairement sous le signe des banques centrales, sous le signe de l'emploi américain, des chiffres macro-américains également, sur lesquels nous allons revenir dans quelques instants. Et donc on disait que des mouvements particulièrement brutaux sur les marchés cette semaine, sur l'ensemble des places mondiales, et on va expliquer pourquoi. Donc on va commencer tout de suite le récap de la semaine, avec tout d'abord ce qu'on a eu en mouvement surprise cette semaine. Mouvement surprise d'abord de la part de la Banque du Japon. La Banque du Japon, qui tenait une réunion cette semaine, a décidé, alors que le consensus n'avait pas prévu de changement, de relever ses taux de 25 points de base. On rappelle que la Banque du Japon, c'est désormais sa deuxième hausse de taux. Les taux avaient été maintenus en dessous de zéro, donc négatifs pendant des années. Et puis ensuite, l'inflation faisant aussi son travail au Japon, c'est un pays qui a longtemps souffert de déflation, mais qui, depuis le post-Covid, a connu aussi une phase d'inflation moins marquée qu'aux États-Unis ou qu'en Europe, mais une phase d'inflation quand même. Et donc, il est obligé à terminé finalement, on l'avait eu il y a des déclarations assez marquantes, la fin de cette politique monétaire ultra accommodante, à savoir que les rachats d'obligations étaient donc désormais très limités, plus d'achat, donc plus d'actions, d'achat d'ETF sur le Nikkei, par exemple, la Banque du Japon avait acheté pendant des années des ETF, donc des trackers, sur ce que ne fait pas la BCE par exemple, sur directement l'indice action japonais, le Nikkei 225 notamment. Donc elle avait déjà annoncé des mesures de début de changement en expliquant qu'elle allait évidemment changer son contrôle, annuler donc du coup terminer son contrôle de la courbe de taux, ne plus racheter certains actifs. Et puis, elle avait procédé donc, il y a quelques mois, à une première hausse de taux qui avait été légère. Les taux étaient passés de moins 0,1 à 0%. Donc, oui, on est très loin de ce que fait la BCE ou la Fed. Mais surprise cette semaine, le taux est donc, je vous dis une bêtise, donc le taux qui était négatif donc, était passé positif à un petit peu au-delà de zéro. Et cette semaine, donc, nouvelle décision de la Banque du Japon qui a donc procédé à une nouvelle hausse de taux. Donc, ça fait deux hausses de taux de la part de la Banque du Japon. Les taux restent très bas. Ils restent encore en dessous de 25 points de base. On rappelle que la fourchette actuelle de la Fed, par exemple, c'est 5,25, 5,50. Donc la Banque du Japon avec un taux désormais dans la zone des 0,25 points de base, enfin des 25 points de base, pardon, donc des 0,25%, ça reste très faible. Mais à l'échelle du Japon, ce sont quand même des changements significatifs parce qu'on rappelle, ce pays a appliqué une politique qui le reste d'ailleurs, mais qui était encore il y a quelques mois toujours ultra accommodante, là où les autres banques centrales, notamment la BCE ou la Fed, avaient très violemment relevé les taux. Donc ce que nous assistons effectivement, c'est un changement progressif de politique monétaire de la part de la Banque du Japon et la hausse, on va dire, surprise. Moi, je ne peux pas qualifier ça de vraiment surprise. Le consensus ne s'y attendait pas, mais on sait que la Banque du Japon était en lutte depuis plusieurs mois avec une devise nationale, le yen, qui perdait très rapidement du terrain depuis des mois, même des trimestres, même quelques années, mais ça s'était vraiment accéléré ces derniers mois, qui perdait du terrain face au dollar notamment. Et ça pose un problème aux autorités, on en avait souvent parlé dans le podcast d'ailleurs, les autorités monétaires du pays qui se montraient très inconfortables avec ces glissements parfois très brutaux en quelques heures, quelques jours du yuan par rapport au dollar. Donc, il y avait déjà eu des interventions sur le marché d'échange au spot. Donc, la Banque du Japon avait racheté des yens sur le marché et vendu des dollars pour renforcer un peu la devise. Et ce que nous voyons en termes de politique monétaire, notamment cette deuxième hausse de taux, c'est un peu la suite logique de ça. C'est-à-dire de faire en sorte que les taux soient un tout petit peu moins faibles qu'ils n'étaient auparavant pour raffermir un peu la devise du pays et en plus le faire au moment où, et là c'est le deuxième sujet de ce podcast, au moment où l'inflation américaine a quand même fait des progrès ces derniers temps et où surtout les statistiques américaines deviennent moins bonnes et donc ce qui pousse la Réserve fédérale et la Fed notamment Jérôme Powell à adopter un ton beaucoup plus souple d'un seul coup en ouvrant très clairement la porte aux baisses de taux au mois de septembre. Et donc cet effet-là, on va reparler dans quelques instants de la Fed, mais cet effet-là notamment
lié aux États-Unis, avec cette forte détente des taux américains et ces discours d'un seul coup beaucoup plus engagés de la part de Jérôme Powell par rapport aux baisses de taux, eh bien ça a permis au dollar de s'affaiblir et de manière plus importante donc par rapport au yen. Et donc la Banque du Japon, vous voyez, joue sur tous les tableaux en fait. Hein. Elle est intervenue sur le mouvement sur le marché d'échange au spot, elle a relevé ses taux directeurs, elle a arrêté les achats d'actifs, ce qui permet aussi d'atténuer l'effet bilan, si vous voulez, sur la devise, d'affaiblissement de la devise via le bilan. Et maintenant, elle surfe aussi sur l'aspect statistique américaine un peu moins bonne et inflation US qui atteint des niveaux permettant à la Fed de commencer à engager très clairement des baisses de taux à partir du mois de septembre. Donc ça, c'est le premier gros sujet de cette semaine. Et les marchés japonais n'ont pas aimé, le Nikkei a beaucoup baissé, on atteint désormais un peu plus de 15-16% de baisse par rapport à un sommet il y a quelques semaines, donc signe qu'effectivement le marché doit s'ajuster à cette nouvelle donne monétaire. Après, je ne pense pas quand même, je pense que ce qu'on a vu cette semaine sur le Nikkei, qui a baissé très fortement, mais comme d'autres indices aussi au niveau mondial, mais il y a quand même un mouvement très marqué sur le Nikkei, je pense que c'est des mouvements qui peuvent être un peu exagérés aussi. C'est-à-dire que ce que fait la Banque du Japon, elle n'est pas non plus en train de renverser complètement la table. Elle est en train de sortir progressivement d'un schéma de politique monétaire qui était ultra accommodant et qui devient un peu moins accommodant. Ce n'est pas non plus des hausses de taux dramatiques du jour au lendemain et des ajustements très violents du bilan où elle vendrait plein d'actifs d'un coup. Donc il est possible que les réactions auxquelles on a assisté sur le Nikkei, donc l'indice japonais cette semaine, soient quand même un peu surfaites et que l'on assiste peut-être à des phases qui sont déjà un peu extrêmes et qui peut-être n'iront pas forcément beaucoup plus bas en termes à surveiller quand même, mais je pense que le repli du Nikkei est plutôt une belle opportunité pour ceux qui n'avaient pas acheté de Nikkei jusqu'à présent, plutôt que le début d'un crack qui durait pendant plusieurs mois. Premier point. Donc deuxième point, et gros. Alors il y a un petit point intermédiaire quand même, on va en parler, c'est que la Banque d'Angleterre, ça y est, a procédé à sa première baisse de taux. Elle avait laissé son taux à 5,25% pendant plusieurs mois. C'était d'ailleurs un taux qui était le plus élevé depuis 2008, donc oui, une période très ancienne, et qui nous rappelle malheureusement de mauvais souvenirs aussi. Elle avait laissé son taux à 5,25 pendant des mois et des mois. On rappelle que le Royaume-Uni avait été confronté à une inflation plus forte qu'ailleurs, plus durable, plus incrustée, largement liée aux services, mais aussi à des progressions très fortes de salaires liées à un marché de l'emploi perturbé par des questions post-Brexit ou autres. Et donc, une difficulté à traiter l'inflation plus forte qu'en Europe notamment. Donc enfin, la Banque d'Angleterre a décidé de baisser son taux directeur et on a eu pas mal de bonnes nouvelles cette semaine du côté du Royaume-Uni. Les statistiques qu'on a au Royaume-Uni sont, alors c'était pas forcément cette semaine, mais les statistiques qu'on a eues ces dernières semaines sur le Royaume-Uni sont pas mauvaises. Par exemple, les indices d'activité là-bas sont toujours en expansion. PMI manufacturier ou PMI service au-dessus de 50, alors qu'on voit en Europe qu'on a certains secteurs, certains indices d'activité qui sont contractés. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni. On voit aussi que les chiffres de croissance publiés donc, il y a quelques temps la dernière publication mensuelle qu'on a eue était 2 fois supérieure au consensus. Et là la Banque d'Angleterre qui a donc décidé de baisser son taux a fait état de prévisions d'inflation revues en baisse pour l'ensemble de l'année et en revanche a rehaussé ses perspectives de croissance. Oui, donc c'est vraiment le bon tableau. Ça, on pense que si la Banque d'Angleterre pense que l'inflation va effectivement continuer à ralentir et que la croissance va accélérer, eh bien ça lui donne effectivement la fenêtre de tir pour préserver cette économie qui est finalement assez bonne côté Royaume-Uni, en tout cas qui n'a pas, qui ne s'est pas, qui avait été très fortement impacté par les questions choc énergie, vous voyez que l'Allemagne a traversé aussi, que certains pays en Europe ont traversé aussi, mais le Royaume-Uni voilà, vraiment plusieurs mois, plusieurs trimestres d'activité très délicate, et là il semble que l'on commence à voir effectivement des bright spots, comme on dit en Angleterre, des zones de ciel bleu qui commencent à apparaître, et c'est pour ça aussi je pense que le FTSE, par contre, le FTSE 100, qui est l'indice britannique, donc l'équivalent du CAC 40 pour le Royaume-Uni, eh bien je pense qu'il a un bon potentiel devant lui, les choses sont en train de s'aligner, la livre est à un niveau qui est correcte, on voit qu'elle ne s'est pas affaissée ces derniers temps par rapport au dollar, donc elle tient plutôt pas mal, donc voilà, des signaux plutôt positifs du côté du Royaume-Uni ces derniers temps et qui seront peut-être renforcés par cette baisse de taux, enfin, du côté de la Banque d'Angleterre. Dernier gros sujet de la semaine, et quel sujet? C'est évidemment la Fed, la Réserve fédérale avec Jérôme Powell. Donc on a surveillé cette semaine d'abord des données sur l'emploi, mais on surveillait aussi beaucoup la Fed. Et Jérôme Powell a été, et ça c'était comme la surprise de mercredi soir, particulièrement expressif, très loquace, beaucoup de phrases qu'on n'attendait pas du tout. On pensait qu'il allait simplement, la courant de l'été, refaire un petit laïus sur la data dépendance de la Fed et que donc on allait passer l'été tranquillement de cette manière-là, avec
potentiellement des premières annonces ou amorces d'annonces sur les baisses de taux à partir de Jackson Hole, ce fameux symposium des banquiers centraux à la fin du mois d'août. Moi, je pensais que c'était plutôt à la fin du mois d'août que les éléments de langage allaient commencer à changer de manière un peu plus forte pour préparer les marchés à une baisse de taux en septembre. Et là, la surprise, c'est que dès mercredi soir, donc cette semaine, il a été particulièrement expressif. Il a clairement désigné septembre comme le mois privilégié pour commencer à baisser les taux, sauf, il a rappelé toujours la date à dépendance, mais on a l'impression que c'était plus pour la forme qu'il a rappelé la dépendance aux données économiques qu'une réelle crédibilité sur le fait qu'il fallait encore attendre longtemps pour baisser les taux. Donc on l'a senti très clairement engagé sur la question du mois de septembre. Et puis surtout, ce qui a frappé les marchés, mais pas forcément dans le bon sens, en tout cas dans les premières heures de la conférence de presse, ça a bien plu au marché parce que c'était beaucoup plus souple qu'attendu, mais ça a surtout révélé des craintes qu'on a vu se matérialiser sur la fin de semaine, sur les chiffres américains. Pourquoi je dis ça? Parce que Jérôme Powell, et ça c'était très inattendu, a expliqué mercredi soir que les risques, pour reprendre ces termes, texto, il a dit les risques de hard landing, donc d'atterrissage brutal de l'économie, c'est maintenant. Non pas qu'il acquiesce l'idée de hard landing, il dit ces risques n'étaient pas présents jusqu'à présent, et désormais, ces risques sont plus présents, en gros. C'est ça qu'il a voulu dire. Et donc, en s'appuyant sur des phrases comme ça, c'est là qu'il a ouvert la voie, de manière très claire cette fois-ci, aux premières baisses de taux en septembre, en ajoutant également, signe qu'il voulait vraiment envoyer un message au marché et aux observateurs, il a expliqué qu'il y avait des discussions au sein du comité pour une baisse de taux dès le mois de juillet. C'est-à-dire dès la dernière réunion qui vient de passer cette semaine. Donc, vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il a non seulement, donc il dit que c'est septembre, ce sera septembre, sauf grosse surprise, mais il a dit que c'était aussi presque une possibilité pour le mois de juillet. En tout cas, que ça a été discuté, il dit que certains membres en ont discuté, que le consensus général au sein, et c'est logique, donc sinon on aurait la baisse de taux, mais il dit que le consensus général, c'est effectivement que la baisse de taux n'est pas encore appropriée en juillet, mais il a quand même bien expliqué, et il n'était pas obligé de le dire, que les discussions avaient eu lieu sur une baisse de taux. Il l'a dit pour envoyer un signal au marché, pour envoyer un signal aux observateurs que ça y est, on approche enfin des baisses de taux du côté de la Fed. Et il a aussi mis un accent beaucoup plus important sur le double mandat de la Fed. Rappelez-vous, pendant des mois et des mois, c'est surtout pendant des trimestres même, c'est quasiment exclusivement l'inflation qui prédominait dans l'observation de la Fed et dans ses risques. Dans les risques pour le mandat, c'était les risques sous les prix, les risques que l'inflation rebondisse, etc. Désormais, il met sur un tableau d'égalité le risque pour l'économie et pour l'emploi, surtout le mandat sur l'emploi. Il dit, voilà, ce mandat aujourd'hui, il n'a pas dit tel quel, mais par une multitude de phrases, il a fait comprendre que le marché de l'emploi s'était très largement normalisé, que désormais les risques pour ce marché de l'emploi s'étaient accrus, alors qu'il dit que les risques pour l'inflation, eux, c'était plutôt orienté à la baisse ces derniers temps. Vous voyez, donc clairement, le retour en force du deuxième mandat de la Fed, à savoir l'emploi, et donc, on avait terminé cette conférence de presse avec des yeux assez écarquillés et des oreilles assez surprises, parce qu'effectivement, Jérôme Powell, on sait qu'il est toujours habituellement assez accommodant dans ses déclarations. Il a parfois, quand il faut hausser le ton, il sait le faire, mais on se souvenait il y a quelques mois, quand les statistiques américaines étaient encore très résilientes, avec des gros rapports sur l'emploi, ce genre de choses, il se montrait toujours un peu prudent. Donc là, il se montrait un peu prudent, mais disons qu'il ne voulait pas trop perturber le marché. On avait cette impression-là. Mais les éléments de langage étaient pourtant des éléments de langage de data dépendance. On faisait attention aux données économiques principalement. On n'avait pas de plan préconçu pour une baisse de taux, pas de calendrier préétabli, etc. Or là, mercredi soir, donc cette semaine, c'est vraiment un tout autre Jérôme Powell qu'on a eu, beaucoup plus tendanciel, explicite, expressif, voilà, de tout ce qu'on vient de décrire là, avec des phrases vraiment assez brutes et qui font bien comprendre aux observateurs que les choses ont changé, ce qu'on pourrait qualifier cette fois-ci de vrai pivot. Pour moi, le vrai pivot, il a eu lieu mercredi soir. Ce n'était pas le pivot de décembre, justement. C'était un mauvais timing à l'époque en décembre. Il avait trop amené les obligations, les mouvements obligataires à varier, notamment les taux à se détendre trop fortement, ce qui avait d'ailleurs laissé l'inflation sur un plateau pendant plusieurs mois ensuite. Donc ça avait été une erreur. Mais là, on est réellement, cette fois-ci, sur le pivot, parce qu'on a bien compris que là, les choses étaient en train de changer. Et pourquoi je dis ça? Parce que Jérôme Powell, très probablement, avait les statistiques qui ont été publiées le lendemain et le surlendemain. Quelles ont été ces statistiques? Dès le jeudi, donc dès le lendemain, quelques heures après donc, la conférence de presse de Jérôme Powell, nous avons eu toute une série de chiffres. Le premier, c'était les inscriptions hebdomadaires au chômage qui se sont redressées à un niveau qu'on n'a pas vu depuis août 2023, pas loin de 250 000 inscriptions hebdomadaires au chômage. Il y a quelques mois encore, on était dans la zone des 200 000, voire même un petit peu en dessous. Donc on voit comme ça, de manière tendancielle, depuis quelques semaines, ça se retend un petit peu sur les inscriptions au chômage. On a ensuite eu
un indicateur d'activité dans le secteur manufacturier, le fameux ISM manufacturier, contracté pour le 4e mois consécutif. Ce n'est pas tellement le fait qu'il soit contracté. Je vous disais, il y a plusieurs mois déjà, il était contracté. Simplement, la contraction s'est accentuée sur le dernier mois qui a été observé, et surtout, ce qui a fait mouche, malheureusement à la baisse pour les marchés, c'est la composante emploi de l'ISM Service. La composante emploi, donc c'est une des parties de l'ISM manufacturier, cette composante emploi, elle s'est contractée à un niveau qu'on n'ait pas vu depuis 2020. Donc, des inscriptions au chômage qui progressent plus fortement, des composantes emploi dans des indices d'activité qui se dégradent fortement. Et la troisième statistique que nous avons eue dans la foulée, le lendemain, c'était le 2e mois de contraction des dépenses de construction. 2e mois de baisse, donc de repli des dépenses de construction. C'est un pattern sur 2 mois consécutifs, donc on n'est pas vu depuis 2 ans. Donc vous voyez, toute cette série de chiffres, dès le lendemain de l'intervention de Jérôme Powell, laisse penser qu'il avait accès à ces datas, et c'est pour ça qu'il a eu un ton aussi affirmé et aussi directif sur la baisse de taux de septembre. Et le choc final, j'ai envie de dire, la surprise finale pour l'économie américaine, pas terrible donc, ces surprises, on est bien d'accord que ça tend du coup là vers un ralentissement peut-être un peu plus marqué de l'économie américaine dans les mois qui viennent. La surprise, vous l'avez tous probablement vu en cette fin de semaine, c'est le rapport sur l'emploi. 114 000 créations d'emplois non agricoles, le marché en attendait 175 000, avec une révision à la baisse du mois précédent. Le taux de chômage, c'est ça également qui n'a pas plu au marché, taux de chômage qui était attendu à 4,1%, il est ressorti à 4,3%. C'est une variation assez sensible donc, du taux de chômage. Et la progression des salaires a ralenti plus fortement qu'attendu. Donc on sent qu'il est en train de se passer quelque chose sur le marché de l'emploi. Et Jérôme Powell l'a dit mercredi soir, si sur l'emploi ça se dégrade, ce sera le moment de baisser les taux. Donc nous y sommes. Et la question qu'on va se poser et qu'on se pose maintenant, c'est quelle baisse de taux en septembre? Est-ce qu'on va sur 25 points de base ou 50 points de base? La probabilité, cet après-midi, là, au moment où j'enregistre le podcast, il est 18h, là, fin de journée, on a pas loin de 70% de chance. C'est tel que les probabilités sur les futurs Fed Funds donc, nous le montrent. C'est-à-dire la position des contrats sur les Fed Funds, eh bien, sur les futurs, donc, nous indique une probabilité à 70% quasiment d'avoir 2 baisses de taux, enfin d'avoir une baisse de 50 points de base au mois de septembre. La question que je me pose, est-ce que la Fed attendra septembre pour envoyer un message si le marché voulait cette vitesse? Parce que ça, c'est aussi un des sujets pour ce podcast. Le VIX, c'est-à-dire la volatilité du SP500, au moment où j'enregistre le podcast, elle est en hausse de 57% sur la journée. On est à pas loin de 30 de volatilité. Souvenez-vous, dans les podcasts précédents, on trouvait qu'il n'y avait pas cette volatilité, qu'il fallait qu'il y ait un peu plus de volatilité pour pricer certains éléments de taux, de résultats anticipés, d'exagération sur les valorisations de thèmes type valeurs technologiques ou ce genre de choses liées à l'intelligence artificielle. Donc on a de la volatilité. Mais quelle volatilité? Ça revient d'un coup, très brutalement. Là, en l'espace de 2 jours, on a même pris plus de 50% de volatilité. On est sur 2 jours, on doit être de 60-70% de hausse de la volatilité. On est passé d'une zone de 15 de vol tout juste à 30 de vol. Donc ça a doublé en l'espace de 2 jours quasiment la volatilité. Donc 30, ce n'est pas encore la panique, mais c'est un niveau de stress par contre. Je rappelle quelques repères comme ça pour le VIX. Entre 10 et 15, c'est quand tout va bien. Entre 20 et 30, on se montre inquiet. Au-delà de 30, ça commence à chauffer. Et la panique, c'est dans la zone qui va de 60 à 80, on va dire. Donc on est quand même sur des niveaux de stress. Le marché a bien compris qu'effectivement, on semble comprendre qu'effectivement, il se passe quelque chose au niveau de la Fed et que potentiellement, toutes ces phrases sorties par Jérôme Powell pointaient aussi vers une forme de crainte de Jérôme Powell. Vous voyez, initialement, mercredi soir, les marchés américains avaient bien aimé cette déclaration, mais après avoir mouliné toutes les informations qu'il a données, et dès que les chiffres le lendemain ont commencé à être publiés, le marché a réalisé qu'en fait, et c'est le sentiment que nous avions aussi, que Jérôme Powell a affiché une forme de crainte mercredi soir. Et c'est pour ça qu'il a eu des propos aussi affirmatifs et aussi directionnels sur la trajectoire sur le calendrier des baisses de taux, ou en tout cas de la prochaine baisse de taux. Donc voilà pour ce récapitulatif, et donc beaucoup de baisses partout sur les marchés, le S&P, le Nasdaq, tous les indices américains, les indices européens aussi, du coup, qui continuent de baisser de leur côté. Après, il est quand même possible, moi je pense qu'en Europe, désormais, si on fait un petit focus là rapidement sur l'Europe, en Europe, n'oublions pas qu'on a déjà commencé les baisses de taux, et que donc probablement ce qui se passe aux États-Unis avec Powell va entraîner, je pense, à la rentrée, une deuxième baisse de taux, voire une troisième baisse d'ici la fin de l'année. Donc
ça aussi, c'est des choses qui, à un moment donné, les taux se détendent fortement. Hein. Le 10 ans américain, mais c'est aussi pareil en Europe, avec les taux 10 ans, ça part fortement à la baisse partout. Le 10 ans américain, pour prendre un exemple, il est retombé là aujourd'hui dans la zone des 3,8%. 3,8 sur le 10 ans. Je vous rappelle qu'au mois d'octobre dernier, on était à plus de 5%. On est donc actuellement plus de 120 points de base sous le pic d'octobre. 120 points de base, c'est l'équivalent de 5 baisses de taux quasiment. Donc ça veut dire que ces conditions financières, les taux notamment, sont en train de se détendre. Et que donc ça aura un impact favorable sur les taux de crédit. Donc aussi probablement sur la demande de crédit. Et donc pour l'activité, ensuite, pas tout de suite, il y a un mécanisme, un peu de latence, un peu d'inertie pour tout ça se mettre en route, mais là il semble qu'on soit vraiment parti dans la phase où les taux se détendent enfin. Ils ne vont pas retomber à zéro non plus, ça c'est les banques centrales, ce sera hors de question qu'elles détendent autant les taux qu'elles l'avaient fait par le passé, mais le marché obligataire, lui, les taux courts, les taux longs, se détendent très sensiblement, et ça aura forcément évidemment un impact sur le crédit, le prix du crédit et l'accessibilité du crédit notamment. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle malgré tout pour l'Europe, et c'est pour ça que je pense que les indices européens, qui ont beaucoup baissé ces derniers temps, je pense qu'on n'est quand même pas très loin d'arriver sur des niveaux où à un moment donné ça va commencer à se stabiliser et voire rebondir un petit peu. Voilà pour ce récap. On va terminer en quelques secondes par les chiffres de la semaine prochaine. Une semaine un peu plus light, mais avec quand même des datas importantes, notamment lundi. ISM Services, le fameux indicateur d'activité dans les services qui étaient le pourvoyeur d'inflation aux États-Unis. ISM Services qui a été contracté le mois dernier à 48,8. Là, le marché attend un rebond à 51,4. Donc on verra ce qu'il en est. Si on est encore contracté sur les ISM Services, ça fera écho à tout ce qu'on vient de dire là, emploi qui se dégrade, etc. Là, le sentiment de marché depuis quelques jours, c'est bad news is bad news, c'est-à-dire que les mauvaises nouvelles macroéconomiques ne créent pas de sentiment de satisfaction par rapport à la Fed. Jérôme Powell a fait un petit peu peur, et les datas confirment. Effectivement, Powell avait des craintes économiques qui sont en train de se matérialiser. Donc si on a encore des stats pas terribles lundi, eh bien ce processus de bad news is bad news va encore se poursuivre un petit peu probablement, jusqu'à ce que la Fed, peut-être au courant de l'été, commence à envoyer des messages encore plus précis et peut-être plus punchy que Jérôme Powell. Si on voit que le marché commence vraiment à dégénérer, que la vol commence à monter à 40 ou 50, là, ça sortira du bois du côté de la Fed, la fameuse Plunge Protection Team, qui regroupe la Fed, la SEC, les régulateurs américains ou autres, va peut-être même se réunir, ça commence vraiment à partir trop fortement en nervosité sur les marchés. Donc voilà, l'ISM Service, il sera important lundi pour tous ces aspects-là. Mardi, on aura la décision de la Banque d'Australie sur ses taux, ils sont attendus inchangés, donc on verra si elle crée la surprise en les baissant de son côté aussi. Mercredi, des chiffres sur l'Allemagne, balance commerciale, c'est intéressant à voir sur l'Allemagne notamment, sa robustesse économique, est-ce que le moteur export devient un peu plus dynamique. C'était le cas ces derniers mois, ça a été un peu le cas. On aura des chiffres sur la production industrielle allemande aussi, on verra ce qu'il en est. Donc voilà, quelques stats intéressantes sur la macro allemande. Jeudi, prochain chiffre de l'emploi, ce sera les inscriptions hebdomadaires au chômage, évidemment important dans le contexte que l'on vient de décrire. Des speakers de la Fed aussi qui vont s'exprimer jeudi prochain. Voilà, ça c'est important, les speakers de la Fed. Qu'est-ce qu'ils auront à nous dire si le marché reste nerveux ou autre? Forcément, on va les écouter un petit peu par rapport au marché aussi. Et puis vendredi, on aura, en termes de la semaine, avec des chiffres d'inflation et de prix à la production en Chine, ce qui sera un bon signe pour la Chine, qui pourrait permettre à ces marchés de se stabiliser un peu. C'est une inflation qui rebondisse un peu en Chine. En Chine, vous savez qu'il n'y a pas de problème d'inflation depuis pas mal de temps. C'est même plutôt un problème de déflation qu'on a eu récemment. Signe que l'activité a beaucoup ralenti. Donc, une inflation qui repartira un peu en Chine pourrait être bien perçue par rapport à la demande intérieure, par rapport à la vigueur de la demande intérieure, et donc pourrait plaire au marché. Donc je pense que un proxy intéressant qu'on aura sur la Chine comme indicateur de stabilisation de l'économie et de rebond, notamment de la demande intérieure, ce sera cet indice des prix publié vendredi, donc on verra comment il ressort. Voilà pour ce podcast un peu plus long que d'habitude, mais la semaine était quand même particulièrement agitée, donc il fallait bien décrire et bien expliquer pourquoi. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bon week-end à tous et à très vite. Au revoir.